Merci. Donc, vas-y, Annie. OK, je m'appelle Annie Turbide, je suis conseillère pédagogique au Service national du récit dans le domaine du développement de la personne. Nos mandats au développement de la personne sont relatifs au cours du développement de la personne, hein, donc EPS, mais aussi le nouveau cours CCQ, donc Culture et citoyenneté québécoise. On a aussi un mandat sur le développement de la citoyenneté à l'ère du numérique, donc un peu ce dont faisait la présentation là, Nelly Brière ce matin. Alors, c'est en regard de ce mandat-là, finalement, que j'ai joint l'équipe là, puis vous allez voir, il va y avoir des liens avec CCQ aussi, mais sur ce sujet de l'hypertrucage. Donc, Maud de la Bonté, au Récit national, univers social, là, je sais qu'il y a plusieurs gens, pas juste dans le secteur jeune, mais du réseau là, scolaire. Donc, peut-être vous rappeler le Récit. Dans le fond, on est des conseillers pédagogiques, hein, puis notre mandat donc, est pour former les enseignants de tout le Québec par rapport à l'intégration, dans le fond, de la technologie pour développer les compétences disciplinaires des élèves. Donc, moi, mon angle, c'est vraiment histoire et géographie. Et Marie-Ève Lapolice. Oui, donc Marie-Ève Lapolice, aussi au Service national du récit, mais dans le domaine des arts. Donc, dans le domaine des arts, on s'occupe depuis quand même plusieurs années là, de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative pour générer, bien sûr, images, sons, animations, etc. Alors, justement, c'est avec cet angle-là que je vais parler de différents moyens de, de créer des hypertrucages, entre autres. Donc, immédiatement, on pourrait lancer là, notre petite vidéo. Donc, j'imagine que vous avez vu circuler récemment plusieurs vidéos de ce genre, hein. On le sait, là, nos voisins du Sud auront un choix à faire dans les prochains jours. Donc, est-ce que ça pourra avoir un impact sur l'issue du scrutin à suivre? Et vous avez vu, bon, il y avait plusieurs hein, personnages donc, qui relèvent du niveau politique, mais c'était intéressant aussi de voir, de noter qu'il y avait peut-être un intrus. Donc, il y avait également Mark Zuckerberg, donc montrer aussi que le pouvoir médiatique ou le pouvoir des réseaux sociaux reste donc une personnalité importante. Tout à fait. Donc, c'est quand même de plus en plus Yes. facile de créer ce For the type training video, d'hypertrucage-là. you Ici, can talk c'était about anything you divertissant, là, need. c'était drôle, mais on peut en faire très, très facilement à la maison avec des outils souvent gratuits. Ici, je vous montre rapidement une petite expérimentation que j'ai faite avec HeyGen. HeyGen qui ne sert pas à créer des hypertrucages de personnalité publique ou quoi que ce soit, là. On va être empêché. Ça ne nous permettra pas de faire ce type d'hypertrucage-là. Mais on peut se placer on peut se faire dire, dans le fond, des choses qu'on n'a jamais dites grâce à cet outil-là. Dans mon exemple ici, c'est juste pour voir un peu le processus que ça prend. Ça me demande de télécharger une vidéo de moi-même, environ 2 minutes. Et après ça, une fois que la vidéo elle est traitée, ça va me demander de Non, lire faut que je un le refasse script qui est encore. affiché à l'écran et même avec un petit code de sécurité. Donc, il faut que je dise le code de sécurité pour que l'IA reconnaisse que c'est moi. Donc, c'est en temps réel. Ma webcam est ouverte. Pour des Je dois raisons de lire. sécurité, voici le code d'accès UEKD. J'ai bloqué ma voix pour pas que quelqu'un puisse reprendre ma vidéo en train de dire le code de sécurité, etc. Donc, c'est pour vraiment prouver que c'est moi qui a téléversé ma vidéo et que j'accepte réellement que HeyGen utilise mon image et ma voix pour faire un clone de moi-même. Donc là, on va faire rapidement une petite expérimentation pour voir comment que ça se fait. Je vais aller dans HeyGen.
Le Marie-Ève. Ouais, OK. On est encore dans la présentation. ouais, c'est ça. Parfait. Attends une minute. Je trouve ça intéressant, moi, le garde-fou là, qui a été ajouté récemment là, avec le code. Donc, ça met quand même une barrière supplémentaire à cette facilité-là de créer des hypertrucages. J'ai une question dans la salle, peut-être la dire fort. Agent, H-E-Y-G-E-N. Donc là, peut-être dire que Marie-Ève, elle travaille présentement avec une version qui est payante. Oui, donc c'est possible avec la version gratuite de se créer un clone de soi-même pour l'utiliser puis faire dire toutes sortes de choses, mais avec la version, dans le fond, payante, on peut en créer infiniment. Alors, c'est très simple. On commence par cliquer sur Créer une vidéo et on va choisir ici un avatar vidéo. On peut choisir le format qu'on veut. Puis après ça, je vais dire que je vais prendre, par exemple, cet avatar-ci. Ah oui, j'en ai fait un hier soir. J'ai fait d'autres tests dans la chambre. Donc, je vais prendre celui-ci. Ah non, lui, c'est vrai, il n'y a pas une bonne voix. On va prendre lui. La voix est trop basse. Et ensuite, le script, je peux aller choisir ma voix. Donc, la voix est déjà là. Je vais aller dire que je parle en français. Oups, non, c'est pas ça. Je dois aller dans les langues. Pendant ce temps-là, pendant que je fais ça, on essaie de trouver un sujet. Moi, je pense que les résultats du sport amateur à Lévis, c'est bien. Est-ce que c'est mieux à distance? Oui, on voit des merci. Parfait, Bon, super, on continue donc. OK, excellent. Donc, le script, maintenant, on peut faire générer un script aussi directement dans l'IA, mais disons qu'on fait dire le sport amateur. C'est quoi? Qu'est-ce que tu donnais comme Les exemple? résultats du sport amateur à Lévis. OK. Donc, on va aller. Il faudrait que je l'écrive au complet. Hmm, Voyons. J'ai plus mon éditeur de script. Bon, je vais juste le laisser comme ça. Ça va aller plus vite. Et je vais faire Submit. Puis, on va voir les résultats un petit peu plus tard. Parfait. Donc, on va retourner à la présentation. On va on voulait le partir maintenant hein, parce que on trouvait ça intéressant là, de voir justement une prise en main, comment ça se fait un hyper trucage. Donc, l'intention de la formation aujourd'hui, je sais pas le petit clicker, est-ce que ouais, merci Marielle. Ça va être vraiment de se familiariser avec le concept d'hyper trucage. Bien, marches-tu? Ah, Ah, trop loin. trop loin, désolée. Ah, voilà, merci. Donc, au terme de cet atelier, les participants devraient être en mesure d'expliquer le phénomène d'hypertrucage parce que vous allez voir, il y a quand même plusieurs couches à ce phénomène-là et ben, de comprendre ses impacts pour développer notre pouvoir d'action collectif. Donc, un peu aussi comme, je pense, on l'a entendu dans le mot des ministres ce matin de Nelly Brière. Tu sais, c'est quoi en tant, soit qu'enseignant, en tant que conseiller pédagogique, en tant que professeur à l'université, c'est quoi notre pouvoir d'action par rapport à cette sensibilisation-là, puis par rapport à cette éducation aux hyper-trucages. Donc, le déroulement, on va commencer par s'informer sur le phénomène, puis peu à peu, là, on va aller de plus en plus précisément avec ce qu'on peut peut-être faire, puis voir c'est quoi nos leviers en classe. Donc,
quand on a commencé à travailler sur l'hypertrucage, même juste entre nous trois, on s'entendait pas nécessairement sur le concept, hein, puis il y a plusieurs définitions à plusieurs endroits. Donc, celle qu'on a retenue, c'est celle, bon, de l'OQLF. Il y en a une également sur l'abécédaire de l'Obvia, qui est super intéressante. Donc, de se dire que c'est un procédé de manipulation audiovisuelle qui recourt aux algorithmes de l'apprentissage profond. Et cette raison-là qu'on on a gardé cette définition-là parce qu'on la trouvait comme que ça mettrait vraiment l'accent sur le fait que dans ce cas-ci, c'est vraiment accentué par l'utilisation de l'intelligence artificielle. On ne parle pas ici là, d'un petit cheap fake là, qu'on aurait fait avec d'anciennes applications comme Photospeak, là, pour ceux qui la connaissent. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui devient de plus en plus réaliste et quelque chose, dans le fond, qui est difficile d'identifier si c'est vrai ou faux. C'est ça, ça vient vraiment, tu sais, le terme en anglais deep fake, la partie deep, ça vient de deep learning. Donc, on a Mm. vraiment la notion d'apprentissage profond, d'utilisation d'intelligence artificielle pour créer ces trucages-là. En effet. Puis on voulait mettre l'accent aussi sur le fait que ben, ça peut être autant juste un audio qu'une vidéo ou une image. Donc pour nous, là, pour aujourd'hui, c'est vraiment peu importe le format, on le considère là, comme hyper-trucage. Donc, il y a différents types d'hypertrucage qu'on peut faire. On peut, bien sûr, aller échanger les visages, comme dans la vidéo des Door Brothers au début. Donc, c'était la vraie vidéo d'introduction de l'émission The Office, mais c'est les visages seulement qui ont été changés. On peut aussi faire de la synchronisation labiale. Puis ça, c'est ce qu'on peut faire justement avec HeyGen. On peut aller faire changer vraiment les lèvres, là, la position des lèvres en fonction de ce qui est dit. Puis, il y a même aussi moyen de faire une animation complète du corps. Donc, c'est comme un peu d'utiliser comme une marionnette virtuelle. Alors, on peut prendre le corps de la personne, puis vraiment lui faire faire des gestes et des choses là, qui n'ont jamais été réalisées. On s'est posé la question, est-ce qu'il y a des usages, parce qu'en général, un hypertrucage, on sait, ça a une tendance plus malveillante, mais est-ce qu'il y avait des utilisations plus positives? Donc, on a, entre autres, ben, évidemment, les effets spéciaux hein, dans tous les phénomènes de divertissement. C'est pas nouveau. C'est quelque chose qui s'améliore de jour en jour. Là, il y a un film qui va sortir récemment, aujourd'hui ou hier, avec Tom Hanks pour pas faire de pub. Mais donc, en temps réel, là, il jouait son personnage de 20 à 60 ans et dès qu'il retournait derrière la caméra, il pouvait voir de quoi ça avait l'air, mais son visage était déjà transformé en Tom Hanks de 20 ans. Fait que dans le fond, on utilise ce genre d'hypertrucage au cinéma. Euh, on essaie de faire des simulations qui peuvent être réalistes. Entre autres, on a vu dans nos recherches un musée qui utilisait un deepfake de Salvador Dali pour une exposition de Dali. Donc, c'est lui qui venait présenter son exposition, il venait parler aux gens. Donc, c'est quand même intéressant. Ensuite, un remplacement de la voix pour des gens qui auraient eu des opérations en lien avec leur voix. Donc, on peut donc cloner sa propre voix finalement et au lieu que ce soit une voix robotisée qui prenne la place, ben, c'est notre propre voix. Sinon, ben, la traduction simultanée, vous avez peut-être déjà assisté à ce genre de traduction. Bon, c'est peut-être pas encore très développé. C'est peut-être pas encore très développé, mais bref, qui sait ce qui s'en vient sur ce niveau-là. Et quoi d'autre? Peut-être que vous avez des exemples en tête, et puis d'autres exemples qui viendront, mais on s'entend, c'est quand même une très mince partie de l'utilisation de cette technologie. Donc, c'est ça, c'est des beaux usages. Donc, la technologie sous-jacente aux hypertrucages, elle est positive. Dans le fond, elle sert à plein de belles choses, mais comme tout outil, ça peut être détourné, puis ça peut être utilisé de manière malveillante. C'est ici, dans le fond, on se concentre un petit peu plus sur ce sujet-là, parce que c'est là que ça devient un problème, là, quand c'est utilisé de manière malveillante. Mais des fois, c'est même pas nécessairement malveillant, c'est juste que la contamination ou le fait que ces images-là, ces vidéos-là sont partagées, c'est ça qui devient un problème. Donc, c'est peut-être même pas l'intention à la base qui devient un problème, qui est un problème. Ça peut être les répercussions
Comme ici, un exemple, tu peux cliquer là, ça va jouer rapidement. About a month after Olga Loyek started her YouTube channel, she began receiving some very strange messages. People were asking her if she spoke Mandarin. Cette femme-là, elle a créé des vidéos sur YouTube, TikTok, machin. Puis ces images ont été reprises pour créer des nouvelles vidéos par plein de compagnies de vente de produits ou même de propagande. Donc, elle a appris qu'il y a plus de 5000 vidéos d'elle qui existent. Il y a une compagnie qui a dit qu'elle a créé plus de 5000 vidéos avec son visage, c'est pas elle qui parle dans ces vidéos-là. C'est incroyable. Donc, ça devient là, exponentiel l'utilisation quand quelqu'un là, vole l'identité comme ça de quelqu'un. Vous aurez accès à la présentation, donc si vous voulez le visionner au complet, il est quand même C'est assez ça. long le vidéo, puis bien expliqué là. Entre autres, vous allez voir des exemples où elle fait la propagande finalement du gouvernement chinois ou de l'alliance entre les Russes et les Chinois. C'est ça. Donc, quand même assez préoccupant. On vous montre un petit exemple C'était plus une proche de nous au Ukrainienne. Québec. Avant de vous, on se tient quand même à vous dire qu'il y a un langage québécois qui est utilisé, donc oreilles sensibles, voilà. Ah, il veut pas. Tu veux-tu sur l'ordi? Ouais, c'est ça, je vais aller. Parce que lui, il est court. Faut que je trouve la souris. La souris est là. Non, écoutez-moi. Il y a 2 mois, j'ai vu une publicité pour les Keto Gummies. En utilisant ce produit, vous pouvez perdre 12 kilos en très peu de temps. J'ai décidé de commander 3 bouteilles. Je vous confirme que les Keto Gummies, c'est de la coulisse de marde. Son poids n'a pas changé. De plus, un jour, son corps n'a pas pu supporter le régime épuisant des séances d'entraînement et des régimes, et ma nièce a été emmenée à l'hôpital. Ma nièce a été emmenée à l'hôpital à cause de ces hosties de crosseurs-là avec leurs produits qui n'existent. Bon. Vous voyez donc que c'est pas un phénomène qui est très lointain, hein. Vous en avez vu probablement passer quelques-uns, des images aussi de Marine Orsini, entre autres. Donc, c'est un phénomène qui est proche de nous. Là, elle en fait la dénonciation d'une façon assez humoristique quand même, mais voilà. Donc, on voulait vous montrer quelques exemples. Ouais. Ça date quand même, là. Ça date Au moins quelques mois. ben, plus que ça. Non, mais en année l'année passée. ouais, c'est ça. En année d'hier, c'est genre... Ouais. Puis peut-être pour ajouter, si on pense que, tu sais, là, l'accent québécois, on aurait pu déceler, tu sais, que c'était pas. Mais vous irez tester ChatGPT, son accent québécois, maintenant, c'est beaucoup amélioré. Ouais. Exact. Voilà. Ouais, tu sais. On peut changer. Ouais. Ben oui, on peut, mais là, il y a veut un plus. délai, hein? On le réécoute. C'est ça. Là, il veut plus. Il a dit non. Donc, en fait, petit fait, on savait pas fun fact en anglais. La diapo, c'est supposé s'appeler fun fact, mais c'est en anglais. Fait que là, on se disait fait plaisant, mais c'est pas plaisant. Fait qu'on savait pas comment traduire. Bref, donc c'est juste écrit quelques faits. Donc, le nombre de vidéos a augmenté de 550 là, depuis 2019. C'est dire que la technologie est maintenant accessible. 77% des personnes qui seront représentées dans les hypertrucages sont des femmes. Vous allez mieux comprendre pourquoi un petit peu plus loin dans la présentation. Et cette statistique-là, moi, elle m'a vraiment touché, bouleversé. Oui, ému. c'est ça. J'étais à terre. J'allais dire que j'étais à terre, mais quand même. 60% des outils utilisés pour les hypertrucages sont basés sur le web. Puis ça déconstruit un peu le mythe qu'on a, hein, qu'il faut un logiciel très puissant avec des cartes graphiques, il faut télécharger des choses, etc. Mais non, finalement, ça prend juste une connexion Internet pour créer ce genre de matériel. Donc, voilà. Maintenant, OK, envisager les enjeux. Oui, pardon. On va passer à la deuxième section où on va essayer d'aller un petit peu plus loin sur les enjeux. Alors, première catégorie. En fait, pour vous dire qu'on s'est obstiné aussi, hein, ça a des enjeux principalement sur les médias et l'information et c'est comme le grand thème parapluie de ces catégories d'enjeux parce que les médias et l'information ont ce pouvoir hein, d'avoir un impact, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est le quatrième pouvoir, sur la politique, sur les enjeux en lien avec la sexualité et sur les enjeux financiers. Donc, c'est un peu la table des matières, là, finalement, de cette section enjeux.
Puis je pense que aussi, on peut dire que c'est là qu'ils vont circuler les hypertrucages. Après ça, ils auront des impacts politiques, sexuels, financiers, etc. Mais ils circulent où? Dans les médias sociaux, etc. Merci. Donc, première série d'impacts vraiment liés dans ce cas-ci aux médias et à l'information. Encore une fois, on inclut les médias sociaux là-dedans. Ben, toute la question de l'amoindrissement ou de la perte de confiance dans les médias. Le phénomène de la désinformation existe depuis quand même plusieurs années. Il y a eu, je pense, un des grands jalons, c'est le coup de fake news quand, bon, Trump a lancé ça il y a quelques années déjà. Mais les hypertrucages viennent juste, dans le fond, accélérer ce phénomène-là lié aux médias et à l'information. Ensuite, il y a toute la question de la propagation de la désinformation. Bon, la manipulation de l'opinion publique, ça peut se faire par rapport à, on va prendre, bon, un expert, une personnalité publique qui a un grand respect. Je pense juste à Véronique Cloutier, là, c'est pas anecdotique pourquoi c'est elle qui a été choisie pour faire ce genre de fausse publicité-là. Donc, de prendre quelqu'un qui est reconnu dans le domaine pour finalement manipuler l'opinion publique. Puis finalement, toute la question, bien sûr, des théories complotistes, donc qui ont beaucoup circulé à travers des hypertrucages, que ce soit pendant la COVID, donc il y a eu beaucoup là, de désinformation par rapport à ça et donc de théories qui ont juste piné en tête. Mais il y en a également par rapport au changement climatique en ce moment. Et on a quelques exemples. Ce que j'aimerais rajouter avant, vas-y. Maud, c'est que par rapport à la vitesse de propagation, on a des études qui ont démontré que plus une nouvelle créait des émotions, entre autres la peur, le dégoût, la surprise, plus elles ont tendance à être virales. Donc, l'hypertrucage est quand même un bon moyen d'aller cibler ces émotions-là chez les consommateurs de nouvelles. De là, c'est ce qui explique finalement la propagation qui est encore plus rapide là, de ce genre de produits numériques. Tout à fait. Je ne m'étendrai pas sur les exemples, là, parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs que vous connaissez, mais il y en avait un, entre autres, bon, par rapport à la création de fausses victimes à la suite d'un ouragan. Là, ça a créé plus de tollé, je vous dirais, parce que les vraies victimes aussi ont ressenti un petit peu de... Ben, tu sais, se disait comment ça, là, il y a des vraies victimes, prenez donc des vraies photos. Tu sais. Donc, voilà, vous pourrez voir, il y a des liens associés aussi là, Oui, puis ça a eu un chaque impact. La FEMA a été obligée de se défendre, de dire que... De rectifier les Oui, faits, dans le fond, exact. par rapport aux toutes les rumeurs qui ont circulé, Comme effectivement. s'il n'y avait pas d'autre chose à faire. Pendant Ça, ce c'était un temps-là. éditorial. Donc, sur le plan politique, oui, alors vidéo pour influencer les actions, hein, je ne sais pas si vous avez vu passer, il y a une vidéo, entre autres, de Joe Biden là, qui disait de ne pas aller voter, de Volodymyr Zelensky qui disait de rendre les armes hein, au début là, de la guerre en Ukraine, donc qui viennent influencer directement les actions des personnes qui les regardent. Il y a des études qui démontrent aussi que quand on additionne les hypertrucages au phénomène de micro-ciblage qui est permis grâce à la géolocalisation, entre autres sur nos appareils, mais aussi grâce aux algorithmes de recommandation des médias sociaux, eh ben, ça a un impact encore plus grand. C'est-à-dire que si on cible une partie seulement d'une population, un groupe très spécifique de la population, puis qu'on lui envoie un hypertrucage qui va confirmer ou même infirmer hein, ce qu'il pense, donc l'indignation peut être plus grande ou l'adhésion peut être encore plus grande. Il y a des phénomènes aussi de crier aux hypertrucages, donc un peu comme tu le disais quand Donald Trump a commencé, le deepfake, etc. Et ça a un impact sur la façon dont les gens vont considérer ces personnes, d'une part comme des victimes hein, d'avoir été mis dans un hypertrucage, puis ça amoindrit je ne vais pas dire la confiance, mais la perception des gens sur les personnes qui sont dans des hypertrucages. Même si elles n'ont pas le contrôle sur le fait d'être dans un hypertrucage, ça a un impact, je dirais, psychologique finalement, sur comment on considère cette personne-là, ce qui est quand même important. Évidemment, ça contribue à la polarisation des idées, et puis ça peut aller jusqu'à une certaine manipulation là, du scrutin. Encore une fois, on a des exemples
L'exemple slovaque pour l'issue du scrutin, là, ça, c'était quand même un exemple très probant, là, où il y a eu un audio deepfake, dans le fond, là, puis il pouvait pas réagir parce que, il y avait juste... c'est comme il a été lancé 48 heures avant le jour du scrutin, et donc, dans ce pays-là, 48 heures avant le jour du scrutin, les médias et les politiciens, donc, ne peuvent plus parler de l'élection à venir. C'est comme un temps d'arrêt. Donc là, la rectification des faits a été comme plus difficile là, à faire dans ce cas-là. Ce qui mène évidemment plusieurs observateurs à se demander quels seront les impacts plus généraux sur la démocratie. Euh, voilà. Ding. Donc, il y a aussi des impacts au niveau financier, là, évidemment, comme justement avec Véronique Cloutier qui vendait des keto gummies. Donc, il y a des gens qui se font berner par les hypertrucages de plus en plus, là. Donc, c'est parce qu'ils s'en viennent de plus en plus réalistes. Donc, on pense que Justin Trudeau a vraiment, voyons, qui fait vraiment la promotion de crypto-monnaie. Oui, c'est ça, de crypto-monnaie, etc. Alors, ça peut avoir un impact sur les gens qui voient les hypertrucages, mais aussi toute la question d'utilisation de données biométriques, puis tout ça peut permettre d'ouvrir des comptes bancaires. Tu sais, on peut vraiment cloner une personne, donc on pourrait lui faire dire son mot de passe ou des choses comme ça qui vont pouvoir faire en sorte qu'on accède à des comptes. Vous avez peut-être vu justement dans les médias il y a quelqu'un qui s'est fait berner dans un appel vidéo. Pensait qu'il parlait vraiment à la personne en particulier, à la vraie personne, et a fait un virement bancaire, dans le fond, a payé 25 millions de dollars parce qu'elle pensait vraiment que si elle fait un appel vidéo avec la personne, ça veut dire que c'est la vraie de vraie personne. Mais non, c'était pas vrai. Donc, il y a aussi une petite mise en garde, là. Il y a, tu sais, beaucoup de frousse autour des fraudes de type grands-parents, là, en pensant que peut-être que les gens vont cloner les voix ou les vidéos des petits-enfants pour pouvoir frauder les grands-parents. Mais les corps de police disent qu'en ce moment, c'est un mythe, c'est une légende urbaine, là. On n'a pas plus il n'y a pas une recrudescence de ça, là, parce que c'est vraiment très, très, très complexe, là, d'aller cloner le petit enfant en particulier de ce grand-parent-là. Donc, on n'est pas encore rendu là, mais c'est sûr qu'il faut garder ça à l'esprit. Le dernier, mais non le moindre, sur le plan sexuel. Donc, vous voyez les chiffres comme moi. La première chose qui nous intéresse, en fait, c'est que 98, tantôt, je vous ai dit qu'il y avait eu une augmentation de 550 des hypertrucages depuis 2019. 98 de ces hypertrucages-là sont des hypertrucages pornographiques. Donc, non consensuel. Non consensuel. Oui, oui, merci. Donc, tout ce qu'on vient de vous présenter avant comme impact politique, financier, etc., ne représente que même pas la pointe du iceberg, là. C'est un bout de glace sur le coin à gauche. Donc, c'est tout minime versus finalement ce phénomène où les femmes, tantôt je vous disais que 74 des hypertrucages contenaient des femmes, eh bien, on a la réponse ici. Pourquoi? Parce que les hypertrucages pornographiques contiennent, elles, à 99 des femmes. Et encore une fois, la dernière statistique jetée à terre, c'est que maintenant, les sites pornographiques d'IA possèdent 90 du marché. Ce qui fait que les sites plus réguliers, qui demeurent quand même hein, au top des sites les plus consultés là, sur la Terre, mettons après Google, les Pornhub de ce monde, etc., ben, ne représentent actuellement que 10 du marché. C'est selon the State of Deepfake dans la présentation. Vous pourrez cliquer sur cette ressource-là si vous voulez. Donc, ce qui met quand même en lumière que, bien qu'on soit au courant de tous les autres phénomènes, celui-ci nous intéresse plus particulièrement. Pourquoi? Bien, parce que de plus en plus, dans les médias, on en entend parler. Vous avez vu peut-être passer en février passé le phénomène qui est les photos là, qui ont été publiées de Taylor Swift. Heureusement pour Taylor, elle a ses Swifties derrière elle hein, qui ont renversé l'algorithme finalement en mettant des photos positives d'elle jusqu'à temps que Twitter X, je sais plus à l'époque, je sais plus à l'époque, c'était rendu déjà quoi. Maintenant je le sais.
voyons, retire la possibilité de chercher même le mot Taylor Swift dans sa plateforme et évidemment retire les images. Ce n'est pas le cas d'étudiantes ou d'étudiants à l'université. En fait, je vais dire d'étudiantes dans ce cas-là, pardonnez-moi. À l'université, au cégep, au secondaire, donc qui n'ont pas ces armées hein, de fans derrière elles dans ces contextes-là. Et on vous en reparlera plus loin, là, entre autres d'un cas au Québec. Puis tellement un bel exemple, je trouve, d'agentivité, là, comme tu l'as Oui, nommé, là, vraiment. on parle de prise de pouvoir collectif, là, Absolument. c'est vraiment un bon. Absolument. Et donc, ces impacts sociaux, hein, sociétaux, là, ont des impacts aussi sur le plan personnel. Entre autres, par la modification, un hypertrucage peut avoir la possibilité de modifier un souvenir qu'on a sur un événement. Moi, je me rappelle, ça va trahir mon âge, mais je me rappelle du référendum en 95, je me rappelle comment ça s'est passé. Mais si je voyais des images générées par l'IA, peut-être que ça pourrait transformer finalement mon souvenir de cet événement-là. Ça pourrait aussi en créer de nouveaux. Peut-être que mes filles aussi un jour se souviendront du référendum de 95 pour des raisons qu'elles ignorent. Mais bref, voyez un peu, j'essaie d'imager, là, mais le potentiel de créer de nouveaux souvenirs qui n'existaient pas, un phénomène qui aurait pas eu lieu, mais finalement qui pourrait s'imprégner dans notre mémoire, d'une part. Ensuite, ça, le potentiel de créer cette incrédulité par défaut. Hein, on ne sait plus à quoi croire. Donc, devant cette situation, on décide de douter de tout. Et pourtant, ce n'est pas notre réflexe naturel comme humain. On va y revenir dans la prochaine diapo. Puis finalement, ben, ça peut avoir des impacts hein, sur le plan psychologique de façon plus globale, dépendant de la gravité de ce qu'on voit, puis par rapport à notre vécu et à notre vision du monde. Par contre, ces contextes-là et ces impacts-là présupposent qu'on serait des consommateurs passifs. Pourtant, non, nous ne sommes pas des consommateurs passifs, nous ne sommes pas vides de pensée critique, ce qui fait en sorte que dans l'histoire, l'humain s'est adapté depuis des millénaires à toutes sortes de trucages. Hein, exactement comme on réussit à comprendre un peu comment fait un magicien finalement pour berner nos yeux, eh bien, on s'habitue à ce genre de trucage, puis on développe une genre de résilience. Hein, tout le monde le sait aujourd'hui que quand on monte une montagne puis qu'on s'allume une Players rendue en haut, ça ne fait pas de nous quelqu'un de plus sain ou en santé, ou que quand on boit cette sorte de bière-là, on n'a pas plus d'amis, ou que quand je porte du parfum Axe, ben là, pas moi, là, mais les gens ne viennent pas à moi automatiquement comme un aimant. Donc là, c'est juste la publicité. Hein, on s'est habitué à ce genre de message, puis on le sait maintenant que naturellement, on doute même pas là, de ça. La même chose pour d'autres mécanismes de tromperie qu'il y a eu avant. Pensez aux chain mail, les chaînes de lettres. S'il vous plaît, retirez-moi de cette chaîne. Pensez aussi au courriel spam, hein, maintenant qui se gère presque automatiquement, dans le sens où on a plus les mêmes réflexes par rapport à ça. Ils n'ont plus du tout la même efficacité qu'ils avaient quand ça a commencé, fin des années 90, début 2000. Ensuite, on a tendance comme humain, comme je vous le disais tantôt, à faire confiance par défaut. Hein. Mais il y a des mécanismes qui font en sorte que cette confiance-là, elle cesse finalement d'être donnée. Il y a ces trois mécanismes-là. Premièrement, quand nous-mêmes, on trouve qu'une information est douteuse, on a le réflexe finalement de moins accorder notre confiance. On se dit, ben voyons donc, ça se peut-tu, ça? Et donc, le doute s'installe. C'est un mécanisme qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Le deuxième mécanisme, c'est d'être averti par un père. Hey, sais-tu quoi? Sais-tu qu'est-ce qui m'est arrivé? Il m'est arrivé telle affaire, etc. Et donc, ça a pour corollaire d'augmenter notre vigilance par rapport à certains phénomènes. Le troisième, c'est d'être éduqué. Et le mot éduquer est vraiment important parce qu'on est en éducation. Donc, être éduqué sur ces phénomènes-là, savoir qu'ils existent, comprendre les mécanismes, savoir comment ils sont faits, fait en sorte aussi de développer notre esprit critique par rapport à ça. Alors, il faut quand même rester conscient que même si c'est un phénomène énorme et que de plus en plus, on peut avoir des difficultés à discerner le vrai du faux, on est quand même des êtres humains qui sont dotés de pouvoir d'amélioration puis de pouvoir d'action aussi. Donc, voilà. Sans oublier le fait que les hypertrucages vont venir
vont venir titiller. Si je cherchais un autre mot, mais je vais le dire. Titiller nos biais, hein, différents biais. Là, on en nomme trois, mais il pourrait y en avoir plus. On aurait pu faire une liste plus exhaustive, mais entre autres, le biais de confirmation. Donc, si je vois une image qui confirme ce que je pensais déjà ou qui infirme ce que je ne pensais pas, j'ai tendance à lui accorder plus de crédit. Donc, pareil, si je vois des images, ça s'applique aussi aux hypertrucages. Ensuite, l'effet de répétition. Plus je vois une image, plus j'ai tendance à lui accorder du crédit. Ce qui fait en sorte que la première fois que j'ai vu le pape en grosse doudoune, peut-être que je me suis dit mais que la cinquième fois, naturellement, mon cerveau s'habitue à le voir et finalement lui accorde davantage de crédibilité. Le biais d'ancrage, c'est le fameux biais de la première impression. Donc, si une première image que je vois sur un événement est une image qui est pas vraie, mais ça demeure que c'est mon premier contact avec cet événement-là et c'est mon premier ancrage qui va demeurer finalement. Donc, des biais qu'on ne peut pas déconstruire, on ne peut pas s'en débarrasser. On est content d'avoir des biais. Ça a fait en sorte sinon on virerait fou là, s'il fallait qu'on soit aussi rigoureux avec toute l'information, même sensuelle, qu'on absorbe, on n'y arriverait pas. Mais quand même, en être conscient, les connaître, fait quand même en sorte qu'on est capable de les voir à l'action chez nous. Donc, on serait capable de dire finalement, vous seriez capable de dire en sortant ici que votre biais de confirmation est agissant ou pas dans tel ou tel contexte. C'est moi ça va. Et donc, pour faire du pouce sur toute cette idée-là, bon, moi, je viens du domaine de l'histoire, hein, fait que pour nous, on s'appuie sur des preuves qui sont souvent empiriques, sur peu importe, des documents historiques, mais quand on arrive puis qu'on prend de la vidéo, de la photo, ces preuves-là, là, c'est comme, sont presque irréfutables avant. Avant que, étant donné que maintenant, avec entre autres les hypertrucages, mais on peut les générer. Donc là, c'est de voir est-ce que l'arrivée des hypertrucages va remettre en question cette crédibilité-là. Puis comment finalement on éduquera nos élèves là, ou nos apprenants face à cette nouvelle réalité-là. Et tu sais, on peut quand même là, aujourd'hui, on est en 2025, 2024, mais on peut se projeter puis d'essayer déjà de voir là, qu'est-ce qui s'en vient, comment, là, il y a déjà un peu de diffusion d'images hyper truquées, de vidéos, d'audio. Mais ça va être quoi dans 50 ans, tu sais? Donc, ça va être quoi même dans 5 ans, tu sais, par rapport à ce qui se retrouve là, sur Internet. On parle de la mort d'Internet. En tout cas, vous irez lire là-dessus. Là, je veux pas prendre trop de temps là-dessus, mais c'est des concepts, je pense, sur lesquels il faut déjà réfléchir. Il faut comme avoir un coup d'avance sur ce qui s'en vient pour mettre en pratique certaines choses dès aujourd'hui. Voilà. Oui. Donc, oui, c'est ça. On va aller voir rapidement qu'est-ce qui a été produit par HeyGen. Fait que je vais revenir le mettre ici. Donc, là, on n'a pas fait dire grand-chose, là, fait que ça va aller assez vite quand même. Les résultats du sport amateur à Lévis. Bon. Alors, j'ai vraiment jamais dit ça pour vrai, mais on dirait que c'est moi qui parle. C'est ça. Et vous voyez, ça s'est fait, ça a pris comme 5 minutes à générer, vu que le texte n'était pas long du tout. Oups, je suis allée trop vite. Donc c'est ça, on pourrait faire dire toutes sortes de textes, on pourrait se cloner là, et cloner d'autres personnes si on utilisait d'autres services qui ne sont pas comme HeyGen et qui ne protègent pas là, l'identité des gens avec toutes les mesures de sécurité. Donc, ça fait réfléchir. On produit, là, j'ai produit un exemple ici pour vous montrer. Là, c'était pas justement malveillant ou quoi que ce soit, mais tu sais, pour vous montrer un peu le processus. Puis, quand on produit des super trucages comme ça, il y a différentes questions là, qu'il faut avoir à l'esprit. Premièrement, ça a un impact environnemental. Donc, tout ce qu'on fait, tous les outils d'IA qu'on utilise ont un grand impact environnemental. Là, ça, vous le savez déjà. Mais il y a aussi des enjeux au niveau des données privées. Donc, moi, il a fallu que j'accepte pour le besoin de la cause de donner ma voix et mon image à HeyGen. C'est sûr que c'est une entreprise qui est très respectueuse et qui fait très attention à l'utilisation des données privées, mais imaginez que cette entreprise-là se fait hacker. Donc, tu sais, alors il y a quand même tout un enjeu à ce niveau-là. Puis surtout, si on utilise les images des autres,
si on utilise l'image de quelqu'un d'autre. Donc, on accorde la permission à un outil de garder une copie de la voix ou de l'image de quelqu'un d'autre. Alors, Puis ça la peut question, c'est toujours aussi, est-ce que tu peux retirer, comme toi, là, tu peux-tu retirer ta vidéo de 2 minutes puis ta voix Ouais. de la plateforme? Oui, exactement. Donc, il y a des plateformes que c'est ça, les données sont gardées pour toujours. Il y en a d'autres qui ont vraiment des mécanismes justement pour retirer nos informations. Donc, ça, c'est vraiment une question à se poser avant de vouloir générer des hypertrucages. Puis il y a aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler du concept de slop, mais c'est comme l'espèce de pourriture, en tout cas la génération de contenu inutile et qui embourbe le Internet. Donc, on a une pollution numérique, dans le Ouais, c'est fond. bien Tu dit. peux, Puis moi, j'aimais l'idée aussi de, tu sais, on fait souvent l'analogie des habitudes alimentaires, fait que du contenu à peu de valeur du spam. calorique. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Exact. Le craft dinner Fait que, tu sais, ça va devenir quoi Internet? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, tu sais, sur Internet, qu'il y ait plein de, comme tu dis là, d'informations finalement qui sont un peu inutiles et peu Puis la question, elle se pose pertinentes? aussi de façon plus large là, sur l'entraînement des intelligences artificielles, en ce sens où il y a une partie qui est téléchargée, là. Je vais utiliser un mot de base comme Wikipédia, mais il y a beaucoup d'éléments qui se fait par le phénomène du scraping. Ouais, du Vas-y. moissonnage. Du moissonnage, merci. Et donc, ouais, on lit beaucoup en anglais en lien avec ces sujets-là. Le moissonnage, et donc, c'est d'aller piger un peu à droite à gauche dans des sites Internet, des ressources. Mais plus on aura de contenu produit par l'intelligence artificielle, ben, plus il y aura de dilution par rapport au contenu humain. Et à ce moment-là, comme on sait que l'intelligence artificielle va amplifier des biais sexistes, des biais racistes, des biais, etc., puis que là, elle va se nourrir de ce contenu-là, ben, c'est pour ça qu'on parle de dilution de contenu humain, finalement. Donc, maintenant, la troisième section, on prend appui sur des faits vécus. Donc, on va vraiment, c'est beau de faire toute la théorie de ce que ça fait, mais est-ce qu'il y a vraiment des cas auxquels on peut se référer? Donc, pour commencer, comment est-ce que ça se manifeste à l'école? Parce que, évidemment, JNE, éducation, faut parler d'école. Un premier cas ici dont on peut vous parler, c'est le cas d'un directeur d'école aux États-Unis, dans le Maryland, qui aurait énoncé des propos racistes. Donc, il y a un enregistrement audio. Alors ici, c'est vraiment un hypertrucage audio. Un enregistrement audio qui lui fait dire toutes sortes de propos racistes. Puis, le directeur a été suspendu. Il y a eu toute une enquête policière qui a été générée à travers ça pour finalement découvrir que c'est un prof, c'est un enseignant de l'école qui était fâché contre le directeur puis qui voulait se venger de lui-même être sous enquête pour fraude. Donc, il voulait diminuer la crédibilité du directeur. Alors, donc, tout ça, ça s'est fait entre collègues, dans le fond, donc entre enseignants, directeurs. Puis, il y a même, ça a été partagé super rapidement. L'enseignant a partagé à d'autres enseignants. Et il y en a une là-dedans qui a même dit qu'elle a fait exprès pour partager la vidéo à une de ses élèves qu'elle savait qu'elle était super connectée, puis que ça allait se partager vraiment, vraiment vite parce qu'elle était tellement fâchée de ce qu'elle entendait dans l'audio qu'elle se disait qu'il faut que tout le monde sache ça le plus rapidement possible. La viralité, hein, comme parlait Annie tantôt, là. Exactement. Donc, ça devient vraiment un gros problème, là, juste à ce niveau-là. Dès qu'on partage là, sans réfléchir quelque chose qu'on vient rapidement d'entendre, mais c'est parce qu'on a parlé aussi du fait que quand ça touche nos émotions, quand ça vient vraiment nous chercher dans nos émotions, puis on entend des choses là, c'est ça, on se dit qu'il faut que ça soit partagé. Donc, ça, c'était un cas qu'on trouvait quand même intéressant là, au niveau des hypertrucages. Oui, un cas peut-être plus avec les équipes sportives, les parents aussi. Donc, les entraîneurs d'une équipe de cheerleader, de meneuses de claques, pour le dire en français, de niveau là, très compétitif, reçoivent une vidéo d'une des joueuses en train de vapoter. C'était un comportement interdit. Tout ça pour se rendre compte finalement que ce serait un parent qui aurait envoyé cette vidéo-là.
Là, il faut se remettre bon, dans le contexte. On est dans un contexte où la vidéo c'est Tom Cruise. Il y a comme un nouveau hyper trucage de Tom Cruise qui circule vraiment beaucoup sur Internet au même moment. Donc là, il y a une conférence de presse où la police donc déclare à la population de la ville qu'il s'agit d'un hyper trucage. Donc ça devient viral. La famille, tu sais, va, c'est pas à Oprah, là, mais tu sais, à une grande émission américaine dans le même genre pour aller témoigner. Puis là, peu à peu, si l'investigation continue, puis les gens commencent à se questionner, tu sais, comment cette mère de 50 ans, sans grande compétence technologique, a-t-elle réussi à faire ce genre de vidéo-là? Puis là, il faut quand même retourner, je ne me rappelle pas la date, là, mais c'est quand même, c'est pas cette année-là, c'est peut-être il y a 1 an ou 2. Donc, finalement, c'était un exemple de criage à l'hyper-trucage ou dividende du menteur. Donc, ce n'était pas un hyper-trucage. Donc, encore une fois, là, ça vient jouer avec est-ce que c'est un hyper-trucage, est-ce que ce l'est pas, toute la confiance qu'on a par rapport aux vidéos là, qui circulent. Puis là, entre encore une fois tous les billets. Donc, peut-être que pour certaines personnes, eux, cette vidéo-là va rester ancrée comme si c'était vraiment un hyper trucage. Puis, tu sais, le fin mot de l'histoire, tu sais, des fois, la conclusion, peut-être que la moitié de l'école la connaissent pas. Mais les c'est ça, résultats. comme dans l'exemple avec l'audio tout à l'heure, tu sais, les policiers ont fait une conférence de presse là, pour vraiment énoncer le fait que c'était un hypertrucage. Le monsieur en question, il n'a jamais dit ça. Mais il y a encore des gens après qui se faisaient interviewer et qui disaient non, non, moi, j'y crois pas. Il l'a dit pour vrai, c'est sûr. Ou s'il l'a pas dit, il le pensait. C'est vraiment, C'est fort. ça reste vraiment ancré. Donc, on peut pas, we can't unsee it. On ne peut plus ne pas le voir une fois qu'on l'a vu. Le devoir. Le dévoir, on peut pas le dévoir ou le désentendre. Un autre cas plus près de nous, donc au Québec, il y a eu donc un cas d'image d'abus sexuels d'enfants. Donc là, faut le comprendre que c'est dans une école secondaire, donc création d'hyper trucage lié de la production donc, de pornographie juvénile. Dans ce cas-ci, ça a été les victimes ont été autant des garçons que des filles. Ça a quand même été là, à peu près 10 victimes au même moment. Puis, ça, c'est un cas à Sainte-Thérèse là, qui a été quand même couvert dans l'actualité, si ça vous intéresse. Puis, peut-être dire que rapidement, tu sais, il y a eu une prise de position, je pense, dans le centre de service scolaire, puis c'est de dire, bon, c'est illégal. Donc, là, c'est la police qui entre en jeu et vient rencontrer les élèves, vient rencontrer même tu sais, je pense que c'est plus de 50 personnes, vient sensibiliser l'école face à ce phénomène-là. Et bon, ce que rapporte le policier que je trouve intéressant, c'est que quand ils ont rencontré les jeunes, ben, c'était vraiment l'incompréhension totale. Donc, eux, ils pensaient jamais là, que c'était aussi grave que ça, voire même criminel d'avoir créé donc ces fausses images là, de pornographie juvénile ou d'abus sexuels d'enfants. C'est ça, parce que dans le code criminel, que l'image soit d'un vrai enfant ou pas, c'est considéré comme de la pornographie juvénile, puis c'est criminel. Donc, Bon, sur là, il veut ce, plus. ça marche plus. OK. Donc, peut-être juste un rappel, là, si jamais. Donc, faux nu égale vrai crime parce que ça fait de vraies victimes. Donc, à la face du monde, l'enfant va vivre vraiment avec cette impression-là que les gens l'ont vu nu pour de vrai. Et donc, je pense qu'il faut rappeler ça, là, que possession, production, etc. de pornographie juvénile, ben, c'est illégal. Voilà. On voulait faire un petit retour dans le temps juste pour dire que, c'est pas un phénomène nouveau. On peut quand même le lier. On a déjà des leviers, tu sais, dans notre système pour faire face à ce genre de situation-là. Donc, on ramenait l'exemple là, du Star Wars Kids parce qu'il y avait, bon, aussi un documentaire qui a été fait. Tu sais, ça date, là, quand même. C'est un phénomène qui date, là, je pense. Début des années 2010. 2000, ouais. Même 2000. Ah ouais? Ouais, ça me semble que c'est vieux. Fait que, bref, c'était comme notre patient zéro. Puis au Québec, en plus, là, donc, diffusion d'images sans consentement, cyberintimidation, tout le concept aussi de l'ombre numérique qui va rester pour cette personne-là. Donc, impossible à un certain moment d'enlever cette vidéo virale sur YouTube c'était un enfant là, qui mimait, dans le fond, un combat de sabre laser. Voilà. Donc, on pouvait pas passer à côté de mettre une section comment intervenir aux hypertrucages. Par contre, j'ai quand même mis un petit
Je me permets un aparté parce qu'on est des pédagogues, on est des personnes qui sont liées à l'éducation et non pas tant à l'intervention, donc qui relèvent de d'autres corps de métier, mais quand même piste de réflexion donc sur ces interventions. D'une part, si ça se présente dans nos milieux, puis c'est vraiment une piste de réflexion là. Donc première question à se poser, où on se trouve dans cette droite-là? Est-ce qu'on est devant un hypertrucage qui serait inapproprié? Mettons un élève qui fait un hypertrucage de lui-même ou, tu sais, Elf Yourself. Vous rappelez-vous de ça? Tu sais, puis là, on dansait sur une musique de Noël. Là, je le ferai pas, mais fait que, tu sais, est-ce que, bon, puis il a mis des amis, puis c'est pas approprié, là, intervention. Est-ce que c'est inacceptable? Puis là, ben, on se trouve dans une zone qui peut être plus floue, mais en même temps, on s'en vient vers le clair. Et est-ce que c'est carrément illégal? Ou là, comme tu vous le disiez, les filles, tantôt, ben, ça prend la part des policiers écoles, ça prend ça prend des proportions, finalement, qui nous dépassent et qui ne nous appartiennent plus, finalement. Donc, rappel sur le plan de lutte, hein, chaque école, ben là, puis c'est sûr que là, on s'adresse plus au niveau scolaire et non pas post-secondaire, mais chaque école a son plan de lutte, c'est obligatoire, c'est la loi. Il y a tout ça dans un plan de lutte. Mon but, c'est pas de lire la diapo avec vous, mais pour dire qu'il y a déjà des leviers hein, d'intervention qui sont prévus à l'école par rapport à ces situations qui vont souvent hein, mener l'hypertrucage en lui-même va avoir des impacts et c'est ces impacts-là qui nous intéressent, tant pour la victime que pour les personnes qui ont créé finalement les hypertrucages. Donc, ressources qu'on voulait mettre en lumière sur la cyberintimidation et sur la cyberintimidation liée aussi au partage d'images non consensuelles. Je mets l'accent, tout ça, ce sont des ressources super pertinentes qui sont cliquables. Vous aurez la présentation, hein, ça a été demandé par les gens en ligne, mais vous aurez la présentation, on va la télécharger dans la plateforme PeerConnex. Mais donc, aidez-moi, s'il vous plaît, .ca est un organisme qui vraiment accompagne là, les victimes pour le retrait pour cette fameuse ombre numérique, hein, pour pas qu'elle suive. Donc, voilà, tout plein d'initiatives, là, finalement, pour accompagner nos milieux. Puis c'est ça, dans la gestion des hypertrucages, là, c'est ça, il y a différents niveaux d'intervention. Donc, il y a ce qui appartient à l'État, ce qui appartient aux géants du numérique, ce qui appartient aux institutions, puis aussi aux humains. Donc, on va regarder un petit peu là, rapidement chacun de ces paliers-là. Ce qui appartient à l'État, c'est à l'État de mettre en place là, des lois et des règles là, pour s'assurer que ces trucs-là soient criminalisés et soient pénalisés. Donc, il y a tout le code civil, code criminel, mais il y a aussi tout. Oups, qu'est-ce que. De raccourcir, là. OK, oui. Donc, c'est ça. Alors, faut pouvoir combattre là, toute la fabrication de faux, de fraude, de la diffamation, tout ça. Il y a déjà des leviers qui existent en ce moment dans ces différentes lois-là. Oups, là, je suis Par sur contre, le Québec fait pas partie des provinces canadiennes là, qui ont changé leur loi par rapport aux hypertrucages. C'est-à-dire que il y a 8 provinces là, sur les 10 qui ont changé leur loi sur sur le partage non consensuel d'images, mais il y en a 4 parmi celles-là qui ont ajouté le partage non consensuel d'images vraies ou truquées. Comprenez-vous la nuance? Fait que pas encore, non. C'est en Mais ça veut pas dire que présentement, il n'y a pas de mais prise, c'est ça. mais Mais il y a des leviers, puis les prises qu'on a au Québec actuellement, comme les policiers le disaient dans le cas là, qui est arrivé au Québec, c'est que de toute façon, dans nos codes de loi, c'est déjà illégal de partager du contenu d'une personne mineure sans son même pas sans son consentement, tout court. Donc, il y a aussi ce qui appartient aux géants du numérique. C'est là où tout est partagé, dans le fond, on l'a dit, là, c'est là où ça devient viral, ces images-là, ces vidéos-là. Donc, c'est quoi leur rôle? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour protéger la population? Entre autres, il y a un regroupement, là, Coalition for Content Provenance and Authenticity, qui essaie de faire en sorte que tous ces géants du numérique-là attachent des métadonnées
aux images pour pouvoir identifier rapidement les images qui sont générées par IA ou authentiques. Donc, c'est pour garder, dans le fond, des preuves numériques là, à ce niveau-là. Comme ça, justement, quand les images sont moissonnées par d'autres outils, ben, les moissonneurs vont pouvoir tout de suite catégoriser les images là, si elles ont été générées artificiellement ou non. Donc, vous avez peut-être vu là, dans vos outils là, déjà des petits messages passer pour dire, ah, cette image-là, elle est artificielle, etc. Donc, ça va devenir de plus en plus populaire. Mais c'est sûr que ça prend une IA pour identifier ces images-là, souvent, des fois. Alors, c'est ça, des fois, ça, c'est pas super efficace, n'est-ce pas? Puis même s'il y a des géants du numérique qui s'engagent hein, dans ce processus-là, tant que tout le monde ne le fera pas, ben on a quand même cette vigilance à avoir là, par rapport aux images qu'on voit autour de nous. Donc maintenant, ce qui appartient aux institutions, donc nos employeurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous protéger? Ils peuvent établir, bien sûr, des normes et règlements à l'interne et offrir de la formation continue. On parle dans le fond, c'est une forme de cyberintimidation. Alors, tout ce qu'on voit au niveau de la cyberintimidation, on peut le relier. Alors, impliquer les parents, diffuser des ressources pédagogiques, soutenir le personnel, adopter une approche intégrée, puis cultiver un climat de confiance pour que les gens puissent nommer et dire qu'ils ont vécu des situations comme ça. Puis maintenant, ce qui appartient aux humains, éduquer aux hypertrucages. C'est une question dans le clavardage, donc voilà, on va commencer à y répondre. Donc, bien sûr, on a dans la compétence numérique, on a la dimension pensée critique en adoptant justement une distance critique face à ce qu'on voit, en se posant des questions, on peut déjà se mettre un premier filtre par rapport aux images qu'on voit. Je pense que c'est vraiment de plus en plus important de développer la culture informationnelle. Donc, chez nos jeunes, on leur demande souvent bon, de faire des recherches, que ce soit en sciences, en univers social, etc. Donc, mais est-ce qu'on l'enseigne vraiment? Est-ce qu'on enseigne comment faire une recherche? Est-ce qu'on enseigne comment vraiment aller après ça, critiquer les sources, valider la fiabilité, etc. Donc, c'est de mettre, je pense, l'accent vraiment sur ça. Voilà. Après, agir en citoyen éthique, hein, dans le fond, la première stratégie qu'on met de l'avant, c'est de développer la compétence numérique chez nos jeunes. Agir en citoyen éthique est au cœur, c'est-à-dire comprendre les règlements, comprendre le sens, être capable d'envisager les enjeux du numérique, être capable de comprendre finalement les effets du numérique sur notre bien-être. Donc, aborder, comment on fait ça? Bien, on aborde le contenu le phénomène des hypertrucages avec eux. On essaie de développer cette réflexion éthique en regard d'enjeux avec les élèves, puis à les amener à jauger des solutions possibles. Hein. Ils sont quand même plein d'idées, nos jeunes, quand même, pour peu qu'on leur donne la parole. Alors, voilà. Bon, on pouvait pas passer sous silence, dans le fond, qu'il y a quand même une chercheure au Québec qui s'intéresse aux hypertrucages. Donc, Nadia Nafi, elle, sa recherche va cibler des jeunes de 18 à 24 ans. Les informations sont là, mais en gros, la conclusion là, de cette recherche-là, c'est de dire que pour que ça ait un réel impact chez les 18-24 ans, dans son cas, il a fallu amener les élèves ou les étudiants, les apprenants à créer des hypertrucages. Donc, pour elle, c'est comme si il faut passer par la création pour comprendre l'influence, pour comprendre les impacts que ça peut avoir et faire en sorte que les jeunes considèrent qu'ils aient une agentivité, dans le fond, dans le phénomène pour le contrer ou pour le démystifier. Il y a eu aussi, bon, le rapport de l'OVIA éduqué contre la désinformation amplifiée par l'IA et l'hypertrucage qui est sorti récemment. Donc, si ça vous intéresse, je trouve intéressant là, de mettre ici de l'avant donc le lien entre les initiatives et le programme d'enseignement. Pour l'instant, selon la recension qui a été faite, bon, c'était plus non que oui. Donc, peut-être essayer de voir comment on va pouvoir rattacher ça, dans le fond, les hypertrucages à nos programmes. Là, on a des exemples pour le secteur jeune. Il est 11 heures.
Donc, Ah. il est 11 heures. Alors, on va rapidement parler. On a, dans le fond, dans les différents programmes, on a déjà des prises, on a des choses qu'on peut faire dans chacun des programmes sans aller alourdir la tâche. On peut aller rattacher le phénomène des hypertrucages en art, en CCQ, bien sûr. Il y a vraiment une partie dédiée à ça en univers social et On différentes. voulait vous proposer quelques activités. Là, celles-là sont pour le primaire. Ensuite, on en a pour le secondaire. Mais il y a une question dans le clavardage. Avez-vous des activités en classe? Ça demeure à développer. N'hésitez pas si vous avez envie de travailler là-dessus. Venez nous voir. On pourrait peut-être créer des groupes de développement. Donc, plusieurs ressources qui vous sont présentées. Un petit retour vers nos intentions. Et puis, un moment où on vous dit merci d'avoir Oui. été là. Merci beaucoup.